Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitement, soins, protocole, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Bonjour l'Afrique, bonjour à tous. Vous écoutez Santé Mag Afrique, votre espace santé sur Ifriqiya FM. 26 minutes, vous allez les passer avec moi, Samar Hamadi, accompagné comme à chaque fois du docteur Ilyas Khamouk, chef de service des maladies infectieuses. Bonjour docteur, comment ça va et comment va la santé? Bonjour Samar, bonjour à tous les auditeurs, ça va bien et toi? Tranquille, alors nous allons, docteur, consacrer ce numéro pour une maladie très ancienne, connue notamment les années 80, une maladie liée à l'élevage. Il s'agit de la brucellose, une maladie à déclaration obligatoire dans la plupart des pays. Elle touche des personnes de tous les âges. La plupart des cas sont dus à la consommation de lait cru ou de ses dérivés, tels que le fromage frais. Et avant de s'étaler encore plus, parlons un peu ou parlons davantage de cette maladie. La brucellose, c'est quoi? Alors la brucellose, comme tu l'as dit, c'est une maladie qui est très très ancienne, qui a été connue depuis longtemps, qui a explosé dans le siècle dernier, surtout dans les zones d'élevage partout dans le monde, sur les 5 continents. La brucellose qu'on appelait avant la fièvre de Malte, ou la fièvre de Chypre, ou la mélitococcie, c'est une anthropozoonose. C'est-à-dire c'est une maladie qui touche à la fois l'animal et l'être humain, est transmise par les animaux, notamment les animaux du bétail, à l'être humain, qui est due à une bactérie, c'est une maladie bactérienne, qui est due à une bactérie d'un genre qu'on appelle le Brucella, au nom d'un médecin, David Bruce, qui a vécu de 1855 à 1931. Pour donner une introduction, c'est une maladie qui est liée au bétail, que ce soit pour des raisons professionnelles, on va en parler dans les causes, que ce soit pour des raisons de consommation. C'est une maladie qui a été connue depuis le début de l'élevage, donc depuis des centaines d'années, mais qui a explosé dans les années 70, dans les années 80, qui existe toujours partout dans le monde, dans toutes les zones d'élevage dans le monde, et qui est liée, j'ai dit, à beaucoup plus à des raisons professionnelles liées au bétail. Donc parlons brièvement de son historique. La brucellose a une histoire très vaste, on a dit qu'elle est très ancienne, elle a commencé déjà bien avant les années 80, les années 80 on parle d'une explosion, donc qu'en est-il de l'historique de cette maladie? Alors c'est une maladie tellement ancienne que même Aristote en a parlé dans son Histoire des animaux, c'est une maladie abortive du bétail. Quand on est malade, quand l'animal est malade, une vache, le plus souvent, elle a des avortements à répétition. C'est une maladie qui est liée à l'avortement des animaux. La brucellose humaine, elle est apparue avec la domestication des moutons. Évidemment. Et des chèvres. Donc depuis, on parle de 6000 ans avant Jésus-Christ. Déjà on le décrivait. Bien sûr, on connaissait pas les causes parce qu'il n'y avait pas de microscope, etc. Mais c'est une maladie qui a été décrite surtout chez les personnes qui s'occupent d'animaux. Donc c'est une fièvre essentiellement. C'est pour ça, elle était très connue dans le pourtour méditerranéen. C'est pour ça on parle de fièvre de Malte. Liée au pays. Alors, grosso modo, avant d'entrer dans les signes cliniques, c'est une maladie qui est connue de manière historique parce qu'elle est liée à l'avortement des animaux du bétail et à la fièvre des personnes qui s'en occupent. Donc voici grosso modo pour l'historique de cette maladie. Donc comment se transmet la brucellose? On en parle, elle apparaît chez l'animal bien évidemment en premier, donc elle se transmet de l'animal à l'homme. Oui, donc qui dit maladie infectieuse, maladie transmissible. Donc c'est une maladie, j'ai dit que c'était une anthropozoonose. Donc c'est une maladie qui commence chez les animaux, qui se transmet d'un animal à un autre animal. C'est pour ça que parfois ça touche tout le cheptel. Et la transmission chez l'animal se fait par contact direct et se fait par l'allaitement. Donc c'est une vache qui va contaminer son petit par l'allaitement, comme elle peut être par contact direct. La transmission humaine, elle se fait de deux manières. Soit par voie respiratoire. Donc on va respirer de l'air qui est contaminé par ces bactéries en s'occupant des animaux. Par exemple,
on a du bétail, on a des vaches, on a des moutons, on a des chèvres, malades bien sûr, infectés, qui éliminent ces bactéries, par exemple, dans les urines, dans les selles. Et là, on a le foin qui est contaminé. Et là, quand on va s'occuper de ces animaux-là, on va respirer, on va être contaminé. Qu'on peut pas avoir une blessure au niveau de la peau et être contaminé par des urines, contaminé par le liquide amniotique. Donc, quand on met bas les animaux, donc quand on fait un accouchement pour un animal, on peut être contaminé. Et ça, c'est la contamination qui est directe, qui est liée à, c'est-à-dire à une fonction. Donc, soit on est un éleveur, un agriculteur, un vétérinaire. Donc, on est contaminé directement par ces produits. Donc je répète, donc des produits de mise bas, des urines, des selles, etc. C'est la transmission directe. C'est la transmission ou la contamination professionnelle. Elle est très facile la contamination. Donc. Oui, elle est très vulnérable. Voilà, et chez les professionnels. C'est des gens qui travaillent avec ces animaux-là. Il y a la contamination non professionnelle qui est indirecte, qui est le plus souvent par contamination, consommation de produits laitiers crus. Non pasteurisé. C'est-à-dire, c'est un animal qui est malade, par exemple une vache qui est infectée, et on extrait du lait, on va faire un fromage artisanal, ou bien consommer du lait directement, mais du lait cru. C'est comme les fromages. Vous savez qu'il y a des fromages pasteurisés, c'est-à-dire qui ont subi un processus de stérilisation par la chaleur. C'est pour ça, c'est en référence au docteur Pasteur. Et puis, il y a des mécanismes artisanaux où on fait du fromage cru, donc du lait cru qui n'a pas été réchauffé, donc n'a pas été stérilisé. Et là, on va être contaminé. Donc, le fait de réchauffer le lait, ça élimine les bactéries. Enfin, si on réchauffe de manière industrielle, c'est pas comme le lait qu'on consomme, par exemple, dans des produits industriels, dans des boîtes cartonnées. Ça, c'est du lait pasteurisé. Là, il n'y a pas de risque. Le risque est dans les petites fabriques de fromage cru, artisanal, de lait artisanal. C'est des produits, je vais pas dire que tous les produits sont contaminants, c'est quand on a un animal qui est malade et qui fait des produits laitiers qui sont infectés. Donc il y a deux modes de transmission. Le mode professionnel chez des personnes qui travaillent avec le bétail, donc des éleveurs, agriculteurs, vétérinaires. Donc ça, c'est la transmission directe professionnelle. Et je rappelle que c'est une maladie professionnelle. Et il y a les consommateurs de produits laitiers infectés, surtout liés au lait cru. Ça, c'est le deuxième mode de contamination qui est plus rare, mais qui est plus difficile à diagnostiquer. Donc on a parlé de la maladie qui se transmet de l'animal à l'homme, et puis quand l'homme chope la maladie, peut-il transmettre à un autre? Oui, il peut le transmettre, mais c'est vraiment très rare. La transmission interhumaine est exceptionnelle. Hein. Elle est vraiment très 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 rare. Le plus souvent, c'est les deux modes qu'on a donnés. Bien sûr, il y a un mode dont on va parler, c'est le danger biologique avec le bioterrorisme. Il y a des pays qui ont des laboratoires avec la bactérie donc qui est responsable de la brucellose qu'on peut utiliser éventuellement dans une guerre biologique. On peut contaminer d'autres nations. C'est ce qu'on appelle le bioterrorisme. Mais ça, c'est pas en rapport avec la santé. C'est plus un problème de géopolitique. Voilà. Donc il y a à peu près 500 000 cas déclarés dans le monde chaque année. Ça nous fait dire que c'est une maladie très répandue quand même. Oui, c'est une maladie qui, l'OMS parle de 500 000 cas chaque année dans le monde, mais ça reste une maladie qui est sous-diagnostiquée et sous-déclarée. Il y a beaucoup d'animaux de bétail qui meurent sans cause alors qu'ils ont la brucellose, mais ça n'a pas été diagnostiqué. Il y a des êtres humains qui sont malades de la brucellose et qu'on n'a pas diagnostiqué. Donc ce chiffre qui est très élevé, hein, c'est une pathologie fréquente, mais il reste sous-déclaré, sous-diagnostiqué. On trouve beaucoup de cas dans le bassin méditerranéen, parce que c'est là on l'a décrit en premier, c'est pour ça on dit fièvre de Malte, fièvre de Chypre, etc. Mais on trouve dans tous les continents, surtout les zones d'élevage, donc l'Asie de l'Ouest, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et aussi en Afrique subsaharienne. Vous savez très bien que
une fois qu'on dépasse le Grand Sahara, on a les conditions climatiques pour développer un élevage d'animaux, et on trouve beaucoup de cas de brucellose en Afrique subsaharienne. Bien sûr, c'est toujours lié à l'élevage, voilà. Et parlons maintenant des causes ou facteurs de risque de cette maladie. Qu'est-ce qui cause cette maladie? Alors voilà, ce qui est simple, c'est une maladie infectieuse liée à une bactérie qui touche l'animal en premier. Donc il y a deux principales causes. Il y a la transmission professionnelle. Tous les métiers qui sont liés au travail avec les animaux en général, donc l'élevage. Il y a les causes de consommation de produits au lait cru. Voilà, donc voici les causes. C'est assez simple, mais il faut y penser surtout chez les personnes qui travaillent avec les animaux devant toute fièvre, et on va en parler dans le diagnostic. Il faut toujours chercher la brucellose parce que c'est une maladie qui est à la fois fréquente et qui est sous-déclarée, sous-diagnostiquée. Et parlons à présent des symptômes. D'abord, comment se présente la maladie chez l'animal? Que dites-vous aux éleveurs, surtout déjà pour traiter, prendre en charge l'animal et pour éviter d'être contaminé? Exact. C'est une anthropozoonose, donc c'est une maladie qui touche l'animal et l'être humain, et pour éviter qu'il y ait une atteinte humaine, il faut connaître les symptômes chez les animaux pour les prendre en charge et pour éviter qu'il y ait un développement de la maladie chez l'être humain. Donc chez l'animal, chaque espèce, elle développe des symptômes un peu particuliers. Donc on trouve pas les mêmes symptômes chez les vaches comme chez les moutons, par exemple. Chez les vaches, le plus souvent, on a des problèmes d'avortement à répétition. On a la vache qui fait des avortements à répétition. C'est un grand signe qui oriente vers cette maladie. Ça, c'est chez les femelles. Chez les mâles, on trouve plutôt des lésions au niveau testiculaire, donc c'est des infections génitales chez le mâle. La vache gestante, donc elle avorte entre le 5e et le 8e mois de gestation, et elle le fait à répétition. On a plusieurs cas. Donc chez plusieurs éléments du même cheptel, et on a aussi la vache qui va faire des avortements à répétition. C'est-à-dire ça oriente vraiment vers la brucellose, et ça c'est pour l'information, c'est surtout pour les éleveurs, c'est très très important. Parce que cette vache va contaminer les autres vaches, mais aussi va contaminer cet éleveur-là ou le vétérinaire qui va travailler avec. Chez l'être humain, cette maladie, elle va se développer de manière particulière. C'est pas une maladie génitale chez l'être humain. C'est une maladie qui est plutôt liée à une fièvre et qui va s'installer de manière progressive. On va parler de ça dans la symptomatologie. Donc on ne peut vraiment s'en rendre compte que c'est une brucellose. Voilà. Surtout au début, c'est vraiment, ça va vraiment doucement. L'incubation, c'est-à-dire la période où le microbe, la bactérie va se développer pour arriver aux symptômes, ça peut prendre de 1 semaine jusqu'à 4 semaines. Je peux être contaminé aujourd'hui et ne développer de symptômes que d'ici 3 semaines ou 1 mois. Et parfois, j'oublie que j'ai consommé tel produit, ou j'oublie que j'ai visité tel cheptel, etc. Donc, ça, c'est une maladie qui va aller vraiment doucement. Au début, la phase qu'on appelle la primo-invasion, c'est là ce qu'on appelle la brucellose aiguë. C'est une infection généralisée, donc c'est une bactérie qui va toucher tout le corps et qui va donner une symptomatologie particulière qu'on appelle la fièvre sudoro-algique. C'est une fièvre, sudoro, c'est-à-dire avec beaucoup de sueur, et algique, ça veut dire beaucoup de douleur. Donc la forme classique, c'est un début qui est progressif. Donc on va augmenter de 0,5 degrés progressivement. À chaque fois, on ajoute 0,5 degrés, et là, on va trouver une fièvre avec un malaise, une fatigue, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, et surtout, j'ai dit fièvre sudoro-algique. Donc, le deuxième élément, c'est les sueurs. Pourquoi je parle de sueur? Parce que tout le monde, quand il fait de la fièvre, il fait des sueurs. Ce qui est particulier dans la brucellose, c'est qu'on a des sueurs abondantes, des sueurs nocturnes, et qui ont une odeur caractéristique. C'est une odeur de paille mouillée. Donc vous voyez le parallèle avec le cheptel, on a une sueur qui sent très fort, comme le foin, ça sent la paille mouillée. C'est pour ça qu'on appelle une fièvre ondulante, c'est-à-dire c'est une fièvre qui va
la température, elle va augmenter, puis elle va diminuer, elle va augmenter, elle va diminuer, associée à des sueurs et associée à des douleurs musculaires, des douleurs au niveau des os, des articulations. L'examen clinique, il est faible, c'est-à-dire qu'on va pas trouver un symptôme particulier. On peut trouver juste un foie qui est un peu augmenté de volume, une rate qui est un peu augmentée de volume, des adénopathies. Mais généralement, on trouve pas des signes particuliers. Donc vous voyez, on a des signes qui sont importants, mais à l'examen clinique, on va pas trouver grand-chose. Donc ça, c'est la première période, c'est-à-dire la première phase qu'on appelle la brucellose aiguë. C'est une fièvre sudoroalgique. Ça, c'est la symptomatologie typique de l'homme. On va parler après de l'évolution, des complications, mais c'est ça les symptômes qu'on trouve généralement chez un être humain. Et justement, à présent, après avoir parlé des symptômes, j'aimerais bien savoir qu'en est-il des complications au cas où ça se complique. Comment est-ce que ça se présente? Est-ce déjà une maladie fatale? Alors, maladie fatale, c'est exceptionnel. On peut même guérir tout seul de la brucellose. Ça peut arriver où je tombe malade de la brucellose, je fais rien, je vais pas chez le médecin. Au bout de quelques semaines, je guéris tout seul. Je peux garder une petite fatigue, des séquelles, mais je guéris tout seul. Ça, c'est possible. Et c'est pour ça que j'ai parlé de sous-déclaration, parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas chez le médecin, ils vont guérir, et on va jamais diagnostiquer cette maladie. C'est pour ça qu'on a les chiffres qui sont pas réels. Par contre, la maladie, elle peut se compliquer. Et quand ça? Et elle peut se compliquer après plusieurs semaines où on a juste la fièvre, des douleurs, de la sueur. Elle va se compliquer et malheureusement là, la prise en charge, elle va être plus compliquée. Pourquoi? Parce que la fièvre, cette maladie qui était générale, donc on a une fièvre, des douleurs, etc., elle va devenir focalisée. C'est-à-dire, elle va choisir un organe et elle va se multiplier, elle va compliquer cet organe. Les complications les plus fréquentes, c'est les foyers ostéo-articulaires. Et c'est quoi ça? Ça veut dire on a une atteinte d'une vertèbre. On a atteinte du bassin. Donc il y a la bactérie qui va attaquer une vertèbre, la colonne vertébrale, elle va se multiplier, elle va donner une inflammation et elle va compliqué, inflammation, donc douleur très importante au niveau du vertèbre, douleur très importante au niveau du bassin, avec inflammation, avec des douleurs très importantes. Et là, la prise en charge, elle est plus compliquée. Comme elle peut choisir un autre organe, comme une atteinte génitale, ce qu'on appelle des orchites, c'est-à-dire chez l'être humain, la bactérie, elle va aller au niveau des testicules, elle va induire une inflammation, c'est ce qu'on appelle l'orchite. Et s'il y a une atteinte des deux testicules, elle peut même aller jusqu'à la stérilité. C'est-à-dire elle va détruire les tissus testiculaires et donner une stérilité. Donc c'est très important chez le jeune garçon ou un jeune adulte de bien traiter la brucellose parce qu'il risque de compliquer d'une stérilité. Elle peut donner une atteinte chez la femme, donc au niveau des ovaires, donner des problèmes au niveau des ovaires. Chez la femme enceinte, elle peut induire un avortement chez la femme enceinte, si la femme enceinte est contaminée. Elle peut donner des localisations hépatiques, c'est-à-dire le foie qui a un foyer de brucellose, des atteintes cardiaques, on peut faire une endocardite due à la brucellose, et même des atteintes neurologiques, notamment une méningite bruxellienne. Donc vous voyez, c'est une bactérie qui rentre dans le sang, qui généralement au début on a des signes généraux, mais qui peut, si elle se complique, choisir tel ou tel organe, se développer et donner une inflammation et une symptomatologie liée à cet organe. Ça c'est la phase localisée. Parmi les complications, il y a la phase tertiaire ou la phase chronique. Là, ça survient après quelques mois. Soit on a une atteinte d'un organe qui dure dans le temps, donc on a une hépatite chronique due à la brucellose ou une atteinte testiculaire due à la brucellose qui est chronique. Comme on peut avoir des signes généraux chroniques, c'est ce qu'on appelle la patrachrée bruxellienne. C'est quoi la patrachrée bruxellienne? C'est une séquelle, c'est une asthénie. C'est quoi une asthénie? C'est une fatigue importante, qui est persistante et globale. C'est une fatigue inhabituelle qui va durer des années. Et quand je dis fatigue ou une asthénie, c'est une asthénie physique, bien sûr. Donc on n'arrive pas bien à marcher, à se lever, c'est difficile. C'est une asthénie intellectuelle, où on est
fatigué intellectuellement, on n'arrive pas à répondre rapidement, on n'arrive pas à réfléchir très longtemps, etc. Et même une asthénie sexuelle. Donc c'est un syndrome de fatigue chronique et généralisé. C'est la phase chronique de la maladie. Donc c'est pour ça, on va voir ça dans la prise en charge. Il faut prendre en charge très rapidement le brucellose parce qu'il y a beaucoup de complications. Et pourquoi est-ce que c'est chez les uns c'est compliqué, chez les autres ça se guérit facilement, on ne peut même pas, à un degré, on ne peut même pas s'en rendre compte, la maladie part comme ça? Alors il y a la susceptibilité individuelle, il y a des personnes qui résistent parce qu'ils ont un bon système immunitaire. Exactement. Oui. Il y a des personnes qui font des complications rapidement, donc ça fait partie de la susceptibilité individuelle. Mais il y a aussi, moi j'ai consommé une fois du fromage contaminé, c'est pas comme quelqu'un qui consomme de manière persistante ou répétée, c'est pas comme quelqu'un qui travaille avec ses animaux malades pendant toute sa vie. Donc plus on est contaminé, plus on risque de faire des complications. Et comment détecter ou confirmer une brucellose? Parlons du diagnostic justement. Alors pour le diagnostic, dans la phase aiguë, on a une fièvre, des sueurs et des douleurs. Donc on peut pas faire le diagnostic avec les signes cliniques. Parce que si on fait une tuberculose, on fait aussi fièvre, sueur, douleur. Dans la phase où on a un organe qui est touché, c'est pas spécifique. On peut faire une orchite due à d'autres germes, comme les oreillons. Par exemple, on peut faire une atteinte testiculaire due aux oreillons, qui est une autre maladie infectieuse. Si j'ai une atteinte d'une vertèbre, ça peut être une spondylodicite due à la tuberculose. Ça peut être un problème qui n'est pas infectieux. Donc, le diagnostic dans la brucellose, il est biologique. C'est quoi le diagnostic? Il est biologique. Au début, on va demander des paramètres biologiques qui vont nous indiquer une inflammation. Donc, augmentation de la vitesse de sédimentation, du taux de CRP. C'est juste une inflammation. Mais pour confirmer, c'est le diagnostic bactériologique. Pendant la phase aiguë, on a les bactéries qui se trimballent dans le sang. Donc, on va faire ce qu'on appelle l'hémoculture. On va prendre du sang et on va demander au laboratoire de nous faire la culture pour chercher s'il y a cette bactérie que je rappelle s'appelle Brucella. Brucella melitensis le plus souvent. Donc c'est l'hémoculture. Ça c'est pendant la phase aiguë. Sauf que c'est important, et ça c'est pour tous les médecins qui nous écoutent, quand on demande un examen diagnostiquer la brucellose, il faut le notifier, il faut l'écrire dans la demande, parce que pour protéger le laborantin. Parce qu'un laborantin qui peut manipuler le sang où il y a la brucellose, il peut être contaminé par voie respiratoire. Donc il faut dire, attention, je cherche la brucellose, comme ça le laborantin va se protéger. Ça c'est l'hémoculture. On peut faire la PCR au niveau du sang, comme on a vu pour la Covid. Donc on fait l'appareil PCR, on met du sang, on va nous dire, oui, il s'agit d'une brucellose. Ça c'est pour la phase aiguë, quand on a vraiment la fièvre, les sueurs, etc. Dans la phase de focalisation ou la phase chronique, il n'y a pas de fièvre, donc on va pas chercher la bactérie elle-même, mais on va faire des sérologies. C'est quoi une sérologie? C'est on va rechercher les anticorps qui sont produits par le corps contre la brucellose. Donc il va nous dire, si on a une sérologie positive, c'est qu'on a eu la brucellose ou bien on a la brucellose. L'examen de référence pour l'OMS, c'est la sérologie de Wright, qui va nous donner c'est positif, donc c'est une brucellose, et 2, selon le degré de positivité, va nous dire est-ce que il y a une contamination récente, est-ce que la contamination y est toujours. Il y a à la fin une technique qui est assez ancienne, qui n'est plus utilisée, c'est l'intradermoréaction à la mélétine. Donc c'est comme pour la tuberculose, on va faire une petite injection et voir est-ce que le corps il réagit ou il réagit pas. Donc voici grosso modo le diagnostic de la brucellose. Voilà, on avait parlé du diagnostic, parlons maintenant de la prise en charge. Comment traiter du moment où on l'a chopé? Il y a un stade précoce, un stade léger, il y a la brucellose aiguë, focalisée, chronique. Que faire dans ces 3 cas? Très bien, donc ça dépend des stades, tu as bien résumé. Si c'est le début, si c'est la brucellose aiguë, donc la fièvre, les sueurs, etc., puisque c'est une maladie infectieuse, puisque c'est une maladie bactérienne, il faut utiliser des antibiotiques. Généralement, on donne 2 antibiotiques pendant une période qui va jusqu'à 6 semaines. C'est des antibiotiques qui sont anciens, c'est très connu, comme les tétracyclines ou les aminosides, qui sont très efficaces contre cette maladie. Donc ça c'est la phase aiguë. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui viennent avec des complications, notamment les foyers localisés. Les foyers localisés, donc le traitement, il va
s'adapter selon le foyer. Si j'ai une atteinte vertébrale avec un abcès, donc avec du pus, je dois faire une chirurgie, donc soit j'aspire ce pus, soit une intervention chirurgicale carrément. Si c'est au niveau d'un testicule, il faut traitement anti-inflammatoire, il faut des mesures vraiment particulières. Donc pendant la période de focalisation, c'est selon l'organe touché, il y aura une prise en charge particulière. Maintenant pour la brucellose chronique, j'ai dit qu'il y avait une asthénie, etc. Là c'est plutôt un soutien psychologique et puis des vitamines, une bonne hydratation, etc. Et comme à chaque fois, nous allons clore avec la prévention. Parlons brièvement de la prévention d'abord chez l'animal et chez l'homme. Alors chez l'animal, rapidement, la vaccination contre la brucellose, elle a été abandonnée. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est surtout la surveillance clinique des animaux et il fait faire des examens sérologiques de dépistage pour isoler les animaux malades. Pour chez les personnes humaines, bien sûr, là pour les consommateurs de produits laitiers, la pasteurisation du lait, donc le lait pasteurisé, le lait, le fromage, le beurre, etc. Ça suffit pour éviter la contamination. Pour les personnes, pour la transmission professionnelle, pour les personnes qui travaillent avec les animaux, donc le port de gants, le port de masque, le lavage des mains, l'hygiène des tables, l'hygiène des produits laitiers et faire attention dans les mises bas. Donc, et bien sûr, c'est une maladie à déclaration obligatoire parce que ça peut être un problème de santé publique et un problème économique. Exactement. Merci, docteur. Je rappelle que vous êtes chef de service des maladies infectieuses. C'était un numéro consacré à une maladie infectieuse qui se transmet de l'animal à l'homme, la brucellose. On est arrivé à terme de ce numéro. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même station. D'ici là, prenez soin de votre santé et de votre communauté.